L'œil de l'expert ce matin, c'est Mathieu Souquier. Bonjour. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez publié La flambée populiste. Vous l'avez coécrit avec Damien Fleureau. C'est paru aux éditions Plomb. C'est vrai que cette semaine, on va essayer de comprendre un petit peu ce premier tour de l'élection présidentielle, cette flambée populiste que vous évoquiez dans ce livre. Vous l'avez retrouvée dans les urnes ? Alors, d'abord, une première surprise quand même par rapport à ce deuxième tour. C'est la première fois depuis le duel Giscard-Mitterrand qu'une finale se rejoue, qu'un match retour se rejoue. En général, les Français ont quand même une petite envie de nouveauté qui fait qu'au moins un des deux finalistes change. Là, pour le coup, on a une finale qui se rejoue. Et je dirais même que le tiercé de tête, le tiercé gagnant est exactement le même qu'il y a 5 ans. Et donc ça s'est très rarement produit dans notre histoire politique. Et c'est d'autant plus étonnant que les trois finalistes que nous avons peuvent apparaître comme des survivants et même pour partie comme des miraculés. Ils ont traversé un quinquennat qui a été extrêmement difficile, mais difficile pour les trois. Difficile évidemment pour le président sortant parce que son quinquennat a été émaillé de crises nombreuses et très intenses, mais même ces deux opposants ont eu en réalité un quinquennat difficile. Marine Le Pen, après 2017, après le débat d'entre-deux tours totalement raté, avait dévissé au point que entre 2017 et 2019, elle était 10 points en dessous de son niveau habituel. Elle ne s'était remise en selle qu'à la faveur du mouvement des Gilets jaunes. Et même malgré cela, en réalité, le Rassemblement national a perdu quasiment toutes les élections intermédiaires et a perdu une grosse partie de ses élus locaux. Donc on avait du mal à imaginer que Marine Le Pen puisse être tout à fait en dynamique pour cette présidentielle. Et idem pour Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi, avec l'ambiguïté qu'il avait entretenue à l'entre-deux tours en 2017, puis sa déclaration sur la République c'est moi, et la France insoumise elle-même qui a perdu à peu près tous les scrutins intermédiaires, on avait du mal à imaginer qu'ils soient en fait des forces politiques dominantes en 2022. Et non seulement les trois ont survécu, mais avec des scores améliorés par rapport à 2017. Et donc on observe en fait un découplage confirmé entre les forces politiques nationales, les trois forces politiques nationales, France Insoumise, Rassemblement National et La République En Marche, et de l'autre côté, les forces politiques locales qui demeurent en fait les forces politiques anciennes, notamment le Parti socialiste et les Républicains. Oui. Qu'est-ce qui vous étonne dans cette situation inédite ? Vous dites effectivement, je ne l'avais pas entendu jusqu'à présent, que jamais donc dans l'histoire on avait vu se répéter exactement le même scénario que lors de la précédente élection. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que encore une fois, dans votre livre La flambée populiste, vous évoquez quand même Donald Trump, vous évoquez les différents pays qui ont porté aux urnes des populistes, et Éric Zemmour en l'occurrence, on a cru à un moment qu'il allait réussir son pari. Or, finalement, ça n'a pas fonctionné. On se retrouve avec quelque chose, enfin peut-être pas de classique, parce qu'on voit que c'est aussi la fin des partis traditionnels, mais sur ce populisme-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, si effectivement on regarde l'évolution de l'opinion depuis 2017, on observe effectivement deux forces souterraines de nature différente. D'abord, un enracinement du populisme, oui, ça c'est vrai. Quand vous questionnez l'opinion, tous les discours anti-système, tous les discours qui dénoncent le système, et qui bien souvent d'ailleurs ripent de la dénonciation du système à la détestation de ceux qui l'incarnent, ces discours-là rencontrent un écho comme jamais. Cet écho-là progresse. Le tous nuls, tous pourris, tous les mêmes, ce sont des slogans qui sont de plus en plus populaires. Donc vous avez d'une part un enracinement du populisme, et donc il n'est pas tout à fait étonnant que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon demeurent relativement hauts, mais vous avez par ailleurs une droitisation de l'opinion. Alors une droitisation de l'opinion dans son ensemble, et par ailleurs une extrême droitisation de la droite elle-même, c'est-à-dire qu'une porosité de plus en plus grande entre les convictions des sympathisants des Républicains et les convictions des sympathisants du Rassemblement national. Et donc tout ceci concourt à ce que effectivement Marine Le Pen conserve une avance sur Jean-Luc Mélenchon. Alors l'avance qu'elle a sur Jean-Luc Mélenchon n'est pas énorme, mais il y a lieu effectivement pour le second tour d'additionner aux voix de Marine Le Pen celle d'Éric Zemmour. Et c'est inédit parce que du coup, on se retrouve avec un populisme de droite incarné par Marine Le Pen qui aujourd'hui pèse tout additionné 33% des voix. Et 33% des voix au premier tour en 2022, c'est précisément le niveau auquel elle avait réussi à se hisser
en 2017, mais au deuxième tour. Et donc, on a là, si on en croit les sondages, en tout cas, un match beaucoup plus serré que d'habitude entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Néanmoins, Emmanuel Macron reste en tête des suffrages dans ce premier tour. Donc, avec une majorité, peut-être courte, de Français qui ont voté pour lui. Alors, il est en tête, mais comme vous le dites, avec une avance qui s'est considérablement rétrécie, et c'est même un paradoxe. Oui. Il a lui-même amélioré son score. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Il a pratiquement 1 million d'électeurs de plus, donc c'est paradoxal. Oui. Alors, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'en réalité, il a élargi sa base au premier tour, mais il a rétréci sa base de rassemblement au deuxième tour. Pour une raison simple. D'abord, c'est toujours très difficile d'être le sortant. Les Français sont rarement indulgents avec les gouvernants sortants. Donc, c'est un premier point. Et par ailleurs, il a eu un style de gouvernance qui a suscité une forme de rejet, une forme de détestation qui fait que dans les enquêtes d'opinion, on observe que le rejet d'Emmanuel Macron n'est pas loin de se situer au niveau du rejet que peut susciter Marine Le Pen elle-même. Donc un candidat dit républicain qui suscite un rejet aussi fort que la candidate de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est pour partie un paradoxe. Mais j'y ajoute un point. Oui. À ce stade, effectivement, Emmanuel Macron reste devant, même si l'écart s'est rétréci de façon considérable. Tous les sondages jusqu'alors l'ont donné gagnant au deuxième tour. Aucun sondage pour l'instant n'a dit que Marine Le Pen ne pouvait être présidente de la République. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Car depuis le début de la Ve République, tous les présidents gouvernants sortants se sont fait sortir. Ouais. Mitterrand et Chirac ne se sont fait réélire qu'à la faveur de périodes de cohabitation. Et 2002, d'ailleurs, est un très bon exemple. Les Français n'ont pas réélu Jacques Chirac en 2002, ils ont sorti Jospin. Voilà, il y avait un rejet, en fait, de Lionel Jospin. Et ça, pour le coup, c'est une constante de notre vie politique. On dit bien souvent que la montée de l'abstention est le meilleur indicateur de la crise démocratique qui nous frappe. Je relativiserai au contraire cet indicateur. D'abord, l'abstention ne monte pas de façon croissante, elle ne frappe tous les scrutins de façon identique. Alors effectivement, elle est un peu plus forte là pour la présidentielle qu'elle ne l'était les fois précédentes, mais encore une fois, c'est pas du tout une singularité française et même dans d'autres démocraties, l'abstention est beaucoup plus forte. Non, ce qui me semble traduire de façon bien plus évidente chez nous la crise démocratique, c'est ce dégagisme systématique. Oui. C'est le fait que nos concitoyens ont à chaque fois licencié en quelque sorte les gouvernants sortants. Ailleurs, ça ne se produit pas comme ça. Angela Merkel a pu rester 15 ans au pouvoir. Ouais. Obama, Clinton, Bush ont pu se faire réélire. Gerhard Schröder a pu se faire réélire. Tony Blair a pu se faire réélire. Dans toutes les autres grandes démocraties du monde, les gouvernants peuvent inscrire leur action dans la longévité. Ça n'est pas le cas chez nous et Emmanuel Macron est le premier qui pourrait réussir cet exploit. Il a sans doute un talent politique, si en tout cas il est réélu dans 10 jours, il a un talent politique, il aura réussi à se faire élire en 2017 en siphonnant les voix de la gauche du gouvernement, il pourrait parvenir à se faire réélire en 2022 en siphonnant cette fois pour partie les voix de la droite du gouvernement. Oui. Qu'est-ce que c'est que le populisme ? Ça aurait peut-être dû être la première question. Qu'est-ce que c'est que le populisme ? Et il n'y a pas qu'en France, effectivement, qu'on assiste, c'est ce que vous racontez en tout cas dans votre livre, à cette montée du populisme. Parce que là, vous semblez dire qu'il y a une particularité française à ce dégagisme. Elle existe aussi. Enfin, on l'a vu avec Donald Trump, on l'a vu avec d'autres, en Italie, on l'a vu dans d'autres pays. Alors effectivement, il faut faire attention à ce terme qui est devenu un mot un peu valise, ouais. qu'on emploie à tort et à travers et pas toujours à bon escient. Mais on peut quand même l'employer à bon escient et on observe que le populisme a pu prospérer partout. Effectivement, vous citiez les exemples américains et italiens, c'est-à-dire que le populisme existe dans des pays riches comme dans des pays moins riches, dans des pays très redistributifs comme dans des pays moins redistributifs. Et il se trouve qu'en France, il atteint effectivement un niveau non seulement élevé, mais tout à fait inédit. Le populisme, c'est quoi ? Résumé d'une phrase très simple, c'est encore une fois la dénonciation du système. C'est faire de son discours politique, de mettre au cœur de son discours politique la dénonciation du système. Et comme je le disais tout à l'heure, on ripe bien souvent de la dénonciation du système à la détestation de ceux qui l'incarnent. Quand on me demande d'illustrer ça de façon très précise, je cite un indicateur qui me paraît parfaitement illustratif de cette tendance. En France, vous avez 90% de l'opinion, 88% pour être précis, 88% des Français qui pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions, c'est-à-dire des décisions qui sont contraires aux intérêts du peuple. Et pire que cela, un tiers d'entre eux pensent que c'est volontaire, que c'est à dessein. Donc il n'y a pas seulement une faillite de nos élites qui seraient incompétentes, il y a une forme de trahison des élites. Voilà, les élites prennent de mauvaises décisions
contraire aux intérêts du peuple, et ces élites-là le font sciemment. Le meilleur exemple récent, c'était effectivement la politique du pass sanitaire. Où une partie de nos concitoyens ont pensé que non seulement la mesure était inepte, mais que les politiques faisaient ça pour nous emmerder. Il nous emmerde et il ne cesse de nous emmerder, c'est un des slogans les plus courants et les plus répandus de notre époque. Il y a une évolution de ce populisme, d'où ça vient le fait que, enfin, ces chiffres que vous donnez sont absolument effarants, mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Question un peu naïve, mais est-ce que c'était le cas à l'époque de Giscard? Est-ce que c'était le cas à l'époque de Pompidou, si on remonte beaucoup plus loin? Non, alors non. Alors le populisme a pu exister en France évidemment à la fin du 19e siècle, dans l'entre-deux-guerres, où il a pu exister de façon très forte aussi au milieu des années 50 avec le mouvement poujadiste. Mais il était en sommeil, il était en recul au cours des dernières décennies, et puis il a réémergé avec la figure du Front National dans les années 80. Voilà, ça c'est la nouveauté. Alors on dit souvent que l'extrême droite, parce que là pour le coup je vais me centrer sur le populisme d'extrême droite, on dit souvent que l'extrême droite prospère sur un terreau de crise économique et sociale. Que c'est quand ça va très mal au plan social, évidemment, que les gens sont tentés de se tourner vers les votes extrémistes et en particulier les votes d'extrême droite. Constatons tout de même qu'en 2022, la situation économique et sociale, même si encore une fois ça va mal pour un certain nombre de nos concitoyens, dans un pays riche et solidaire comme la France de 70 millions d'habitants, il y a effectivement 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est tout à fait choquant et on le comprend, mais 60% des Français vivent plutôt bien. D'ailleurs, quand vous les questionnez, quand vous leur demandez comment ça va, à 80%, les Français disent « ça va bien ». Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'en 2022, la France se porte plus mal qu'en 2017 ou qu'en 2012. Au contraire, la situation s'est plutôt améliorée si on en croit en particulier les statistiques du chômage. Le chômage a significativement reculé. Je fais le parallèle avec 2002 où, pour la première fois dans notre histoire, l'extrême droite était arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle. La gauche avait été balayée et en 2002 déjà, on sortait en réalité d'un quinquennat où la situation économique et sociale s'était significativement améliorée puisque le chômage avait baissé d'1 million. Donc on ne peut pas expliquer la montée de l'extrême droite par la crise économique et sociale. Ça ne marche pas, ça ne suffit pas. La singularité française, et c'est probablement l'un des ressorts chez nous du vote populiste, c'est la défiance. C'est la défiance générale. Vous avez ce qu'on appelle une défiance verticale, institutionnelle, vis-à-vis de nos institutions. C'est ce dont je parlais, le populisme comme dénonciation du système politique. Mais vous avez un deuxième niveau de défiance, c'est la défiance dite interpersonnelle entre les gens. On se méfie en France beaucoup les uns des autres, beaucoup plus qu'ailleurs. Et du coup, on entretient des schémas de défiance collectifs où le chômeur devient un insisté, le migrant devient une menace, le politique, le représentant politique est quelqu'un de corrompu et de malhonnête, le patron est un voyou, le syndicaliste est un fainéant, le fonctionnaire est un parasite. Ça, c'est beaucoup plus puissant chez nous qu'ailleurs. Et le troisième niveau de défiance, c'est une défiance temporelle vis-à-vis de l'avenir. Nous sommes déclinistes. Les Français, quand on leur demande, ils disent « moi, ça va bien », mais la France, ça va mal. Pire, la France va de plus en plus mal et elle est même au bord de l'effondrement. Et c'est en fait cette conjugaison de ces trois niveaux de défiance, la défiance interpersonnelle, la défiance institutionnelle et la défiance temporelle, ça, pour le coup, c'est un cocktail spécifiquement français et c'est effectivement le socle précisément, ou le ressort essentiel de l'élan populiste qu'on observe aujourd'hui et qui se renforce, qui s'est encore renforcé au cours de ce quinquennat. Alors, c'est terminé, mais je voulais quand même vous poser une dernière question rapidement. Éric Zemmour, comment vous expliquez le fait qu'il est monté jusqu'à des 15-16% d'intention de vote, il a fini à 7%, comment vous l'expliquez ? Alors, c'est très clair en réalité. Marine Le Pen ayant eu une stratégie de dédiabolisation pour elle-même, de forme de normalisation de son discours et y compris de son incarnation à elle, il y avait un espace de radicalité disponible à sa droite. Et donc, c'est Éric Zemmour qui a surfé là-dessus. Éric Zemmour a parfaitement surfé sur les trois niveaux de défiance que je décrivais juste avant. C'est ça l'émergence du phénomène Zemmour. Et il est effectivement monté très très haut. Il s'est stabilisé et tassé autour de 12%. Il est monté jusqu'à 15-16 et puis ensuite il s'est tassé autour de 12%, qui semblait être son niveau normal. Et en réalité, il a dévissé avec la crise ukrainienne. C'est clairement la crise ukrainienne qui a tué Éric Zemmour. On le voit bien à ce moment-là, en réalité, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sauvent leur tête
C'est-à-dire qu'il se tasse très légèrement, mais sans dévisser, alors qu'Éric Zemmour, au contraire, dévisse pour deux raisons très simples. D'abord, il ne change pas de discours vis-à-vis de la Russie, ou en tout cas, il peine à nuancer son discours, alors que Marine Le Pen le fait beaucoup plus vite. Et par ailleurs, il affiche un rejet tout à fait immédiat, tout à fait spontané vis-à-vis de la question des réfugiés. Il est le seul qui dit d'emblée non, il n'est pas question que la France accueille des réfugiés ukrainiens, alors que 80% des Français sont pour cet accueil. Et y compris 70 à 75% des sympathisants de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. On a toute la journée des images de populations massacrées, de populations en exil, de femmes et d'enfants qui fuient leur pays, et c'est le moment où Éric Zemmour dit il n'est pas question de les accueillir, et où il dit pire, c'est le moment où il parle d'un ministère de la remigration. Donc il parle totalement à contre-temps et pour partie inhumain dans son discours. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci infiniment Mathieu Souquier d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre 2022, La flambée populiste, c'est aux éditions Plomb. Vous l'avez coécrit avec Damien Fleureau. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour continuer de commenter cette entre-deux tours. À tout de suite.